Bienvenue sur le ZCL News. Aujourd'hui, on commence avec un peu de retard dû à certains embouteillages et accidents sur la route. Mais on sera avec vous jusqu'à 14 h. On va recevoir dans un instant Nadia Davila, donc, qui est directrice de la cohésion sociale, responsable du service association et politique de la ville de Pointe-à-Pitre. Bonjour. Bonjour. Vous serez là pour nous parler du village des associations du sport et des loisirs pour tous. Ça va se passer le samedi 27 septembre. On va revenir dans un instant. On va recevoir aussi David Dampier, directeur médico-social, économie et développement pour Ibis Service. Vous allez nous parler du village bleu, vieillir, une force à partager, donc en lien avec le mois dédié aux seniors. Donc, tout à fait. Voilà, on va revenir dans un petit moment. Ensuite, on recevra Mehdi Broussillon accompagné de Marie Charlotte Marine. Ils sont là pour nous parler des activités de la RBIG. Voilà, concernant le littoral, la conservation du littoral Guadeloupe. Et ensuite, on terminera par Parallèle 14 Académie, donc qui va nous présenter les portes ouvertes du campus Guadeloupe. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, on parlera de la 5e édition de la nuit de l'alternance au parc d'activités de Bémao. On reviendra aussi sur la mobilisation des parents d'élèves de l'école primaire de Borico aux Abîmes et on fera un petit point météo concernant les vigilances pour fortes pluies et orages. On va commencer tout de suite avec nos invités. Donc, on va commencer par Madame Davila, honneur aux femmes, qui va nous parler donc de ce village sport et loisirs qui aura lieu le 27. Alors, vous allez nous parler de ce concept autour de ce village. Quel est-il ? Alors, bonjour déjà à tous les auditeurs de Canal 10. Bonjour. Je suis venue présenter l'édition 2025 du village des associations du sport et des loisirs de la ville de Pointe-à-Pitre qui se tiendra ce samedi de 9 h à 15 h 30 sur la place de la Victoire. Alors, c'est une manifestation qui regroupe à peu près 90 associations, des partenaires santé également et bien entendu toutes les thématiques confondues. Donc, cette année-ci, nous avons placé ce village sur le thème « La Pointe, c'est en famille ». Donc, ce qui veut dire que toutes les familles sont invitées et nous avons mis en place cette manifestation en partenariat avec Cap Excellence, mais en lionnage également avec le dispositif de la ville qui s'appelle Famille La Pointe K. C'est un dispositif qui, depuis le mois dernier, a eu sa première édition au centre-ville. En quoi ça consiste ? Alors, il s'agit d'un dispositif de soutien à la parentalité et qui a vocation à se déployer chaque mois dans un quartier différent de la ville avec une chasse au trésor et un village thématique. D'accord. Donc, pour ce samedi, nous aurons ce lionnage qui va permettre aux familles de trouver en un seul lieu, au lieu de courir à droite et à gauche, de trouver en un seul lieu toutes les informations qui sont nécessaires pour inscrire leurs enfants aux activités des associations, aux activités extrascolaires, mais aussi pour bénéficier d'accompagnement, d'aide aux devoirs, tout en resserrant les liens familiaux à travers la chasse au trésor qui se déroulera sur la place de la Victoire. Et nous aurons la sociologue Delphine Teval qui va animer au pavillon de la ville une conférence à partir de 11 h 30 pour donner aux familles toutes les clés pratiques pour accompagner leurs enfants dans l'organisation de la vie familiale de l'année scolaire et pour favoriser, bien entendu, leur réussite scolaire. D'accord, donc on parle de soutien aux familles, d'accompagnement avec tout ce qu'il y a comme activité périscolaire, à la fois des activités sportives, mais pour l'accompagnement à la scolarité, c'est ça? Tout à fait, mais à travers ce village, nous avons aussi un village de prévention avec la Mutualité française, prévention contre toutes les maladies chroniques, le diabète, l'hypertension, et le cancer, et également les maladies sexuellement transmissibles avec l'association AIDE. D'accord. Nous aurons aussi une brocante solidaire. La brocante solidaire. Tout ça le même jour? Le même jour, avec la brocante des îles. Elle va permettre aux parents les plus démunis, nous savons bien que nous sommes dans une crise sociale, de s'approprier à petit prix des livres, des vêtements.
Alors, où est-ce que ça va se passer sur la place de la Victoire? Sur l'agora de la place de la Victoire. D'accord. Et donc, également, j'ai oublié le marché de Kalina. C'est un marché où la production locale sera présentée au public, mais il y aura également une distribution gratuite de fruits et de légumes. Alors, j'invite tous les points 3, mais en dehors de tout le public, bien entendu, à venir sur la place de la Victoire pour pouvoir bénéficier de tous ces conseils, de ces dépistages. Donc, marché brocante, plus prévention, plus activité, tout ça dans un même lieu, place de la Victoire. Tout à fait. Donc, heureusement que ça commence à 9h parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire sur toute la journée. Oh oui, c'est certain. Et des animations diverses aussi. Oui, avec les associations sportives, les associations culturelles. Et la chasse au trésor. Et la chasse au trésor. Donc, nous invitons les familles également à s'approprier cette manifestation qui est réalisée. En tout cas, toutes les portes sont ouvertes pour accéder en tout cas à cet espace. Donc ça, c'est bien. Donc, un dernier mot pour, vous m'avez dit 90 associations quand même. Plus de 90 associations. Donc, dans différents secteurs. Ne serait-ce que le mouvement des associations de l'Oricis comprend déjà 18 opérateurs. Et jusqu'à ce jour, je reçois encore des inscriptions. D'accord. Il y aura assez de place sur la place? Si. J'ai une organisation, comme toutes les années, 2 associations. On essaie de s'entraider. D'accord. Et du coup, vous espérez vraiment mieux vivre ensemble pour tout le monde. Et mettre aussi de l'animation dans la ville, de l'attractivité. C'est bien parti pour, en tout cas. Merci beaucoup. On va aller voir Monsieur Dampier, donc, qui est là, directeur médico-social chez Ibis Service, partenaire de la Semaine Bleue. Vous allez nous parler d'un autre village, bleu, cette fois-ci, placé sous le terme de vieillir. C'est une force à partager. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la thématique que vous avez choisie? Très bien. En tout cas, je vous remercie de me recevoir sur votre antenne, sur votre télévision. Je voudrais saluer la population et notamment nos collaborateurs, nos partenaires qui nous écoutent à cette heure sur Canal 10. Donc, ce n'est pas qu'un village. C'est une manifestation qui va se déployer en 2 temps. Mais permettez peut-être que je dise quelques mots sur l'organisateur que je suis. Donc, Ibis Service, le partenaire du quotidien, donc un établissement social et médico-social qui œuvre déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons fêté avec justement nos collaborateurs, nos salariés, dans un événement que nous avons voulu spécial pour les remercier de leur engagement au service des personnes, au service donc des familles et notamment des personnes en situation de handicap ou des aînés. Donc effectivement, cette année, donc cette semaine bleue, c'est une semaine nationale donc qui se vit dans l'ensemble, j'allais dire, du pays de Guadeloupe. Et donc, dans chaque collectivité, dans chaque territoire, eh bien, les acteurs, moi en tant que responsable donc, de cette organisation, nous avons donc décidé de faire une proposition à la ville dans laquelle nous vivons, donc la ville des Abîmes, bien entendu, qui nous accompagne, et bien d'autres partenaires. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc je disais que c'est une semaine et non pas un mois, mais bon, nous travaillons tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année. Donc la thématique est importante puisqu'elle dit que, en quelque part, vieillir, c'est une force et non pas un handicap. Vieillir, c'est, j'allais dire, un temps. Après être venu au monde, d'avoir été enfant, puis ado, eh bien, vient le temps de la vieillesse. Et il nous appartient, société que nous sommes, dans la diversité des représentations qui sont ici et dans le pays Guadeloupe, eh bien, de se donner les moyens, justement pour que ces personnes, nos parents, nos voisins, puissent bien vivre déjà chez eux, bien vivre dans leur environnement immédiat, bien vivre dans la société de Guadeloupe. Donc oui, c'est une semaine qui va nous permettre d'échanger, de discuter et de voir de quelle manière nous pouvons améliorer l'accompagnement de ces publics. Et c'est pour ce faire que nous avons donc proposé à la fois une marche qui va se dérouler donc le vendredi 10 octobre. Je commence par la fin de la semaine. Vendredi 10 octobre. Il y a d'autres choses avant. S'il y a d'autres choses, nous allons du coup remonter la semaine. Le 10 octobre, nous avons une très très belle marche que nous avons voulu
mettre en place avec des parrains, une marraine et un parrain. Donc, alors, qui sont les parrains et marraines du coup? Alors, la marraine, donc c'est la présidente de l'association des cuisinières, donc qui s'appelle donc Maryse Affayer. Si j'ai écorché son nom, excusez. Affayer, je crois qu'elle est de Pointe-à-Pitre. Merci de me reprendre. Alors ensuite, nous avons Jimélan Boinet, qui est un footballeur. Un jeune footballeur donc, du club mythique, le Sirocco, qui a plus de 80 ans d'âge et qui a remporté tout récemment un championnat, match célèbre qui a vaincu une autre commune, 5 buts contre 1 ou contre 2. Connaisseur, d'accord. Voilà. Donc ce sont des personnalités du coup qui sont à la fois, j'allais dire, qui représentent 2 générations. Donc le jeune footballeur, bien entendu, il a la vingtaine et l'autre dame a probablement la cinquantaine, peut-être un peu plus ou un peu moins, mais qui nous permettent de dire que les générations doivent, j'allais dire, travailler ensemble. Donc, il y a des valeurs, il y a des transmissions qui doivent se faire, et non pas de façon, j'allais dire, dans un sens unique, mais dans un sens partagé, de façon transversale, de façon, j'allais dire, non pas linéaire, mais voilà, d'une vie qui va de l'un vers l'autre. Et puis, nous aurons, je disais, donc, cette marche de 7h30 à 9h. Et nous allons sillonner donc, dans le cœur de ville. Nous allons, par exemple, nous arrêter, nous allons nous arrêter, je disais, tout près de l'école Hilarion-Léogane. Voilà, vous aurez l'occasion de découvrir. Donc, j'invite donc les gens qui nous écoutent à venir le jour J, donc le 10 octobre, donc à 7h30. À 7h30. L'esplanade de Zourbabel. Voilà, à l'arrière du stade des Abîmes. Donc, vous avez un très bel espace. Et donc, nous prendrons ensemble le départ pour marcher, découvrir notre ville, des monuments historiques, mais aussi des personnalités qui, de leur vivant. C'est accessible à tout le monde? C'est une marche qui est accessible à tout le monde. C'est une marche qui va se faire à temps posé. Donc, nous ne sommes pas lancés dans une compétition. Il y a d'autres espaces pour cela. Donc, nous allons prendre le temps, puisque justement, il y aura probablement des publics qui seront peut-être en chaise roulante, ou des mamies qui seront peut-être avec leur tripode ou leur, j'allais dire, leur canne. Eh bien, nous allons marcher à leur rythme. C'est ça aussi, savoir marcher au rythme des autres et ne pas trop accélérer, du coup, pour, j'allais dire, les exclure ou les écarter de la société. Et puis, une fois que nous arriverons sur l'esplanade donc, de l'Office du tourisme, il sera aux environs de 9h30. Et là, nous allons ouvrir un village. Ce fameux village. Qu'est-ce qui va se trouver dans ce village? Il y aura des stands, des animations? Alors, il va y avoir la vie. Donc la vie, carrément. D'accord, okay. Il va y avoir, j'espère, le soleil. C'est vrai qu'on nous annonce du mauvais temps, mais j'espère que ce jour-là, il fera beau. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs thématiques. D'une part, les questions de patrimoine, de transmission. Donc, il y aura une avocate qui va nous entretenir de tout cela. Nous aurons aussi un docteur qui va aborder, comme à Pointe-à-Pitre, les problématiques en rapport avec les maladies chroniques du pays Guadeloupe. Et puis, il y aura aussi des espaces qui permettront aux visiteurs, de près comme de loin, et bien de découvrir, par exemple, ou de partager des activités nautiques, donc des activités également cognitives. Okay. En tout cas, il y a des entreprises, j'allais dire, novatrices, qui d'ailleurs ont remporté des prix tout récemment et qui pourront du coup véhiculer, partager et donner à voir de ce qu'ils font sur le territoire. Donc l'idée, c'est vraiment de changer le regard sur le vieillissement, d'avoir une autre approche et d'être dans un échange intergénérationnel. Eh bien, écoutez, oui, c'est d'avoir un autre regard. J'ai envie d'avoir un regard bienveillant, un regard généreux à l'endroit donc des personnes, des retraités, des personnes âgées, mais aussi, et c'est là que ça me donne la transition, parce que vous êtes une très excellente journaliste et du coup vous m'avez, j'allais dire, donné la perche que je vais saisir. Alors du coup, faire la transition. Du mercredi 8 octobre. Le mercredi 8 octobre. Voilà, le mercredi 8 octobre. Donc nous allons, dans un premier temps, donc sur le coup de 9h, faire un rallye sur le site de Taonaba, qui est non loin
du nouvel CHU de Guadeloupe. Et là, donc, du coup, des aînés vont découvrir ce lieu et vont se lancer dans une chasse au trésor. Donc, venez, inscrivez-vous, appelez donc au numéro... Donc ça, c'est à partir de 9h, le à partir de 9h. Et je vois qu'il y a l'arbre de la mémoire. Ah, de quoi c'est très bien. s'agit-il? Ah, c'est super. Alors, l'arbre de la mémoire, c'est un moment important, solennel, parce que c'est quand même le morne de la mémoire. Donc là où sont inscrits les noms de nos aïeux qui ont souffert donc de l'esclavage. Alors, sur ce monde de la mémoire, il y a un arbre. Cet arbre, c'est un baobab, n'est-ce pas, qui a été planté, je l'ai appris là ce matin, par un jeune. Et cet arbre a une dizaine d'années. C'est un arbre symbolique. C'est un arbre qui, du coup, nous permettra de nous rassembler et de conter des histoires qui se partageaient dans les maisons. Donc, on a prévu toute une animation avec des artistes, avec aussi des enfants, et puis avec des moins jeunes. Et voilà, la population est donc invitée donc, à venir partager, à venir découvrir donc, la musique, les arts. Et voilà, donc et ça, ce sera en soirée, donc l'arbre de la mémoire, 18h30, je vois jusqu'à 21h. Oui, donc... à 21h, nous allons donc tirer rideau et rentrer chez nous. Ben, merci Monsieur Dampier, parce que voilà, c'est important de dire que la vieillesse c'est pas une faiblesse et que c'est vraiment une force. Et je terminerai en disant que nous vivons actuellement une réforme dans le secteur du médico-social, à savoir que les structures d'aide et d'accompagnement, ce qu'on appelle les SAD, eh bien, dans une réforme importante voulue par le législateur, doit permettre justement aux acteurs que nous sommes dans le quotidien, eh bien, d'apporter des solutions, j'allais dire de façon inclusive, avec ceux notamment qui sont sur la question du soin. Donc voilà un peu aussi les enjeux et que nous aborderons avec le délégué départemental de la FEDESAP, M. David Lebrère, qui sera présent au village et probablement aussi au monde de la mémoire le mercredi 8 octobre 2025. Donc venez toutes et tous aux Abîmes pour vivre cet événement. Ce village n'est pas qu'un village. Ce n'est pas qu'un village, c'est la vie. C'est la vie. Je comprends mieux maintenant. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris pour cette semaine bleue. Je pense qu'on reviendra sur ces événements en octobre, puisque c'est vraiment ce mois qui est dédié aux personnes âgées, retraitées et aux familles aussi. On va aller... donner la place à l'environnement avec Marie-Charlotte, qui est responsable du pôle ingénierie de projet et appui aux collectivités. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes avec Mehdi Broussillon, donc délégué adjoint Outre-mer du Conservatoire du Littoral. Vous êtes ici pour nous présenter des activités de l'ARBIG donc, et les actions pour la préservation de la biodiversité. Alors, ARBIG, qu'est-ce que c'est ? L'ARBIG signifie Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe. Donc, c'est une émanation de la région Guadeloupe, de l'Office français de la biodiversité et de l'État, voilà, qui ont créé cette agence pour pouvoir coordonner un peu les actions en faveur de la biodiversité sur le territoire, permettre aux acteurs de monter en compétences pour promouvoir des projets, en tout cas pérennes, sur le territoire et concrets. Donc la mission principale, c'est mettre la biodiversité en lumière. Enfin, quelles sont les actions que vous avez par rapport à ce que vous faites ? Alors, on a des actions qui viennent en complément d'acteurs qui sont déjà sur le territoire de manière historique. On a le Conservatoire du Littoral qui est présent, on a le Parc National, on a l'ONF, etc. Bon, il y a une plétitude d'acteurs qui sont sur le territoire et nous, on vient en complément pouvoir coordonner justement ces actions-là, et on propose aussi de mettre en valeur les projets que ces acteurs mettent en œuvre tous les jours, au quotidien sur le territoire. Et c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui ou qu'on va faire demain, en tout cas au travers du Biodiv Tour qu'on organise pour la 3e fois à Lens-Montal au Moulin. Alors, Biodiv Tour, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste cette initiative que vous portez ? Alors, le Biodiv Tour, c'est un outil en fait qui doit permettre aux acteurs du territoire, pour l'instant, il est destiné principalement aux acteurs publics, donc les collectivités, les communes, les EPCI, etc. Donc, qui leur permettent de voir de visu sur le terrain des actions concrètes qui ont réussi, voilà, qui ont
ont un bilan positif sur la préservation de la biodiversité. Donc on choisit, on sélectionne entre guillemets des projets d'intérêt qui méritent d'être mis en valeur pour donner un peu des éléments, des pistes techniques de partenariats financiers, etc., aux autres collectivités qui souhaiteraient mettre des projets un peu similaires en œuvre sur le territoire. Ben, du coup, on donne cette opportunité aux acteurs du territoire de mettre en valeur leurs actions. Et c'est notamment le cas avec le projet de Lens-Montal où le CDL, le Conservatoire du Littoral, pour le coup, a accepté en fait d'accueillir sur son territoire au niveau de Lens-Montal des acteurs, des collectivités publiques en l'occurrence, pour pouvoir évoquer un projet de restauration écologique notamment. Voilà. D'accord. Donc le Conservatoire du Littoral s'inscrit dans ce Biodiv Tour, c'est ça? Et à quel niveau, comment vous participez pour intégrer cette initiative? Alors ça a été rappelé, le Biodiv Tour est un peu un vrai tour de la Guadeloupe à travers sa biodiversité. Aujourd'hui, le site qui a été retenu est celui de Lens-Montal, au Moule. Donc c'est un site, une plage que d'autres connaissent plutôt sous le nom de la plage des Dauphins, donc qui est aussi connue au Moule. Et en fait, c'est un site qui a été confié au Conservatoire du Littoral au début des années 2000 dans un objectif de conservation de cet espace et donc la volonté de le transmettre aux générations futures. Donc c'est un site qui a beaucoup évolué dans le temps, entre les années 80 et aujourd'hui. Il y a eu de nouveaux aménagements, il y a eu aussi des usages qui sont restés et qui pour certains, portent encore atteinte au site. Et donc, la volonté du conservatoire a été de porter un projet de restauration de la biodiversité de cette plage en s'inspirant de la nature. Donc, ces solutions fondées sur la nature, souvent, on a l'impression qu'il suffit de planter des arbres et on a de la restauration. Non, ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a parfois des gros travaux à faire avant d'avoir un terrain propice. Il y a aussi des choix qui sont faits. Est-ce qu'on plante? Est-ce qu'on met en défend pour laisser la nature revenir d'elle-même, comment on choisit les plants en fonction de la nature du sol. Et toutes ces réflexions-là, en fait, sont discutées avec des techniciens et d'autant plus dans le cas des collectivités en Guadeloupe qui sont gestionnaires des sites du conservatoire. On a souhaité monter un projet en 2024 et qui s'est achevé aujourd'hui sur 3 sites en Guadeloupe de manière expérimentale et transmettre finalement ce savoir-faire à des collectivités. Donc et du coup, les résultats de ces expérimentations que vous avez fait, ils étaient positifs? Alors justement, c'est assez encourageant. Il y a encore des choses qu'il faut mesurer dans le temps. Mais dans ce qu'on a déjà vu, c'est ce qui reste assez marquant, c'est un peu la résilience en fait qu'ont ces espaces. Dès lors qu'on leur donne l'espace de s'adapter, en fait, c'est une plage qui a connu une forte érosion, qui la connaît encore parce que la mer monte, parce qu'il y avait encore de la circulation de véhicules qui favorisait l'érosion. Depuis que ces travaux ont eu lieu, on a vu la nature en fait reprendre ses droits. On a vu aussi des espaces fréquentés par la population retrouver aussi de l'intérêt, puisque à terme ils savent que ça va générer de l'ombre et donc des endroits d'apaisement et de contemplation. Et donc toutes ces évolutions-là, elles sont déjà visibles. Et elles s'inscrivent sur la plage, mais aussi tout ce qui se passe derrière, avec des usages comme des prairies où on voit des animaux pâturés. Et cet équilibre-là est très important, à la fois à terre et en mer. L'actualité a été marquée il y a quelque temps par le passage d'un lamentin. On ne l'a pas invité, mais il s'est présenté par lui-même. Oui, c'était assez surprenant. Et c'était justement sur cette côte du Moule. Donc ça montre bien quel est l'intérêt aussi d'avoir des espaces qui sont en bon état, restaurés, pour avoir un équilibre nouveau qui s'installe. Quels sont les défis prioritaires qu'on a ici dans notre littoral pour la conservation, à part les humains qui ne sont pas forcément... Effectivement, on a un fort impact, mais il y a aussi des changements qui ne dépendent pas que de nous. Mais c'est vrai que parmi les enjeux, il y a véritablement une prise de conscience sur la rareté de certains écosystèmes. Je prends l'exemple des forêts littorales. En fait, la nature est omniprésente en Guadeloupe. On a l'impression et à juste titre, qu'on a une biodiversité qui est très riche. Mais quand on met le zoom sur certains écosystèmes, on se rend compte qu'ils sont menacés. Mais la forêt littorale fait partie des forêts les plus menacées en Guadeloupe.
parce qu'il y a eu des transformations, du déboisement, de l'urbanisation. Et donc les 3 projets qu'on a retenus, et notamment celui dans l'Anse-Montale, portent justement sur ce type de forêt très spécifique pour lui redonner un peu plus de dynamisme et la rendre, lui donner ses fonctionnalités pour qu'elle assure une protection de nos côtes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens se rendent compte qu'il y a un vrai besoin de préserver notre écosystème, notre environnement? Quelles, selon vous, seraient les actions à mettre en place? Déjà, ça passe par la communication et la sensibilisation. C'est quelque chose de très important. Justement, c'est un des volets, pour le coup, que l'Agence régionale de la biodiversité mène de front depuis sa création en 2021. On a ce type de projets d'expérimentation qui sont menés par des partenaires sur le territoire qui, on l'espère, sur le long terme, pourra montrer aussi aux populations environnantes qu'il y a des résultats, qu'on ne vient pas sur un territoire, un littoral pour dire oui, il faut changer, il faut, etc. Non, c'est qu'il y a un constat derrière, c'est que les choses s'améliorent. On a des forêts qui redeviennent à leur état, en tout cas semi-initial. Donc, ça passe vraiment par la sensibilisation et la communication. Voilà. D'accord, donc c'est le point principal, c'est la communication pour prendre conscience qu'il y a vraiment quelque chose à faire à notre niveau individuel. Et ce Biodiv Tour, donc pour revenir à ça, ça va se passer, vous avez dit, à l'Anse-Montale. Est-ce qu'il y a une date vraiment? Comment ça s'organise? Parce que je vois que vous l'avez déjà fait en mars 2024, en octobre 2024. Donc là, c'est encore une autre étape, on va dire. Exactement. Donc c'est vraiment à l'opportunité des projets, par exemple celui de l'Anse-Montale qui s'est terminé et du coup sur lesquels on peut se saisir pour pouvoir mettre en avant et mettre en lumière auprès des acteurs. Donc nous, demain, on sera au niveau de l'Anse-Montale, voilà, à partir de 8h30. Entre guillemets, on va accueillir les acteurs qui seront intéressés du coup à vouloir connaître ce type de projet de restauration écologique sur ce site. Et puis, on tentera en tout cas de développer ce type de projet comme on l'a déjà fait sur les 2 premières éditions et voir peut-être aussi l'ouvrir aux acteurs du privé. Puisqu'il y a des acteurs privés aussi qui travaillent aussi sur ces domaines, notamment les acteurs du tourisme, qui ont un fort impact sur les littoraux notamment aussi. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir aussi ouvrir cet outil à donc c'est aussi acteurs. Éduquer les touristes à bien occuper l'espace. Les touristes et même la population de manière générale, tous ceux qui visitent les sites qui sont concernés en tout cas doivent être sensibilisés à ces aspects-là. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour parler de cette biodiversité qui est nécessaire vraiment pour protéger notre richesse naturelle et notre santé, notre avenir à tous. Donc, merci à tous d'être venus sur ce plateau. On va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure et on va recevoir Parallèle 14 Académie. Il sera question de formation et de portes ouvertes. À tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL. On va recevoir Patricia Montpierre, qui est responsable du campus Guadeloupe concernant Parallèle 14 Académie. Vous êtes là pour nous parler des journées portes ouvertes qui auront lieu samedi, donc après-demain, 27, de 9h à 12h30. Et donc, ce campus permet aux jeunes de découvrir les métiers futurs et des formations proposées en termes d'animation 3D, de communication visuelle, de robotique, enfin plein de choses. Est-ce qu'on peut détailler un peu ce que vous proposez au sein de ce campus? Tout à fait. Alors, Parallèle 14, donc, c'est un organisme de formation qui existe depuis 10 ans, qui a d'abord initialement été basé en Martinique. Et comme nous recevons énormément de jeunes venant de la Guadeloupe et de la Guyane, on a décidé, donc, au bout de 2 ans de réflexion, de s'installer effectivement en Guadeloupe. Donc on a ouvert donc la première promotion et donc le campus en octobre 2024.
D'accord. Donc, première promotion terminée. Voilà, la première. Oui. Alors, la première promotion, c'est sur 4 ans. Donc, la sur première 4 ans. année, c'est terminé. Et là, donc, on a la deuxième promotion qui va rentrer d'ici quelques jours, d'ailleurs, et qui va commencer donc le bachelor 3D animation que l'on propose en formation initiale. Et nous avons aussi tout ce qu'on fait, donc formation continue autour des métiers de l'image, de la communication visuelle, mais aussi de l'animation 3D, l'architecture, puisqu'on utilise la 3D dans plusieurs métiers et les professionnels ont besoin de se former ou encore de se mettre à jour. Donc nous, on est là pour les accompagner. Et deuxième chose aussi, donc on voit tout ce qui est atelier pour les tout petits, donc les 10-18 ans, on les accompagne pour la prise en main numérique, pour la découverte des métiers autour du numérique. On fait de la robotique, on fait de l'impression 3D, on fait de la modélisation 3D, du dessin numérique, du dessin manga. Vraiment pour leur donner toutes les bases. Manga aussi. Tout à fait. Pour leur donner les bases en fait de la création de personnages. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ils adorent les mangas. Je sais pas. Bon, on va dire que c'est bien. Donc comme ils adorent les mangas, en fait, on leur permet de pouvoir découvrir la base du dessin et après comment transférer ce dessin en dessin numérique et pourquoi pas après le modéliser pour lui donner vie en fait et devenir peut-être un film d'animation. Donc, si je comprends bien, là, c'est l'animation 3D, les effets spéciaux, tout ce qui est jeu vidéo. Ça veut dire qu'on peut apprendre à créer son propre jeu, faire ses effets, faire des films, etc. Non. On forme des techniciens qui vont avoir donc toutes les compétences et qui vont connaître tous les logiciels pour pouvoir effectivement créer les environnements, les personnages, la modélisation 3D. Et après, travailler dans un studio avec encore d'autres techniciens, parce que pour faire un film d'animation, encore un jeu vidéo, il faut énormément de monde. Ça prend plus de temps qu'un film de fiction réelle, comme on a l'habitude de voir. Et ça demande beaucoup donc, de techniciens et d'intermittents du spectacle pour travailler sur ces projets. Du coup, là, on crée notre vivier local. On espère que d'ici les 4 ans, en Guadeloupe, on pourra dire nous avons notre vivier local, plus les professionnels qui sont là, qui vont pouvoir commencer à créer et à faire ce que vous avez dit, donc les jeux vidéo et les films d'animation qui vont sortir et qui sont made in Guadeloupe. On a déjà un c'est projet. Ce que j'allais dire. Pourquoi c'est essentiel de créer ce campus en Guadeloupe? Parce que c'est du made in Guadeloupe, en fait, l'idée est de faire après. Tout à fait, de créer des jeunes professionnels en local qui pourront retranscrire notre culture, retranscrire nos histoires et nous montrer de façon différente dans tout ce qui est donc télé, cinéma d'animation, mais encore immersif, puisqu'on crée des contenus immersifs, on crée des contenus pour les jeux vidéo, on crée des contenus, donc c'est tout ce qui est décor, tout ce qui est, on va dire, création des environnements. D'accord. Pour que le public extérieur puisse nous découvrir et découvrir nos paysages et notre culture, tout simplement. Alors, c'est l'avenir, c'est ça, en fait? Ce sont vraiment des métiers du futur? Tout à fait. Pourquoi on dit métiers d'avenir? Ce sont des métiers qui leur permettent de travailler en marketing digital, en communication, dans des studios pour des productions télé. Et ça leur permet aussi d'avoir un œil nouveau et d'accompagner la transition numérique, puisqu'on est en plein dedans, et de permettre à chacun de mettre en valeur leur production à travers la mise en place soit de petits films d'animation, soit de motion design, soit d'animation tout court, et de donner vie en fait. Et comment se situe actuellement la Guadeloupe dans ce secteur qui est innovant, on va dire? Parce que c'est quand même assez nouveau, c'est des métiers que nos parents ne connaissent pas, ne comprennent pas forcément non plus. Les parents ne les comprennent pas. Les arrière-grands-parents non plus. Donc, on est à quel stade, nous, actuellement? Alors, en Guadeloupe, au niveau du cinéma, on est vraiment développé. Au niveau du cinéma d'animation, ça commence. Ça commence, il y a des beaux projets en cours. On a des jeunes qui ont été se former, qui maintenant veulent s'installer et ouvrir le studio de production. Mais c'est balbutiant. C'est un secteur d'activité, c'est une filière qui est en construction, qui est en structuration. Et le fait, en plus d'avoir maintenant une école, une formation qui existe, va permettre de renforcer tout ça et permettre d'aller beaucoup plus loin. Et qui sait, comme j'ai dit, très bientôt, même sortir des films qui vont arriver. Parce qu'il y a plusieurs projets sur le territoire qui sont en train d'actuellement recruter des jeunes en local pour pouvoir faire ses premiers films d'animation et nous lancer dans l'industrie. D'accord. Du coup, les formateurs, vous êtes combien? Comment ça se passe au sein même de l'équipe pédagogique? Donc, on a des formateurs en local, on a des formateurs à l'international, puisqu'ils interviennent en français et en anglais dans notre structure. On a été très surpris l'année dernière quand on a fait l'appel, en se disant, est-ce qu'on va trouver du monde sur place pour pouvoir assurer tous nos cours?
On a trouvé du monde. On a trouvé des personnes qui avaient fait des écoles d'animation aussi. On a trouvé certains qui travaillaient même en distanciel sur l'Hexagone ou le Canada ou les États-Unis, qui vivaient en Guadeloupe, qui ne sont pas forcément guadeloupéens, mais qui habitent en Guadeloupe et qui nous ont permis de créer donc ce vivier. On a une quinzaine de formateurs qui sont tous des professionnels et qui donnent de leur temps, et on les remercie d'ailleurs sur l'antenne, qui donnent de leur temps pour pouvoir transmettre leur savoir-faire à nos étudiants et créer ce réseau dont ils ont besoin pour travailler. Donc, il y a des vraies compétences à développer en matière d'animation, de jeu et d'être accompagné par des professionnels. On parle à l'international, du coup, c'est pas que la Guadeloupe, c'est vraiment la Guadeloupe est au centre du monde. Et il faut savoir que nous avons des Guadeloupéens qui sont connus à l'international, voire même plus dans ces domaines de tout ce qui est effets spéciaux, animation et jeux vidéo, et qu'il est temps qu'on les mette en lumière, et qu'il est temps que les jeunes aussi fassent leur place dans le secteur qui est en train de se développer. Bon, alors, du coup, le rendez-vous, c'est Parallèle 14, Guadeloupe. Où est-ce que c'est situé pour les gens? Alors, nous sommes tout près de vous, tout près. Nous sommes rue Ferdinand Forest. Nous sommes à l'ancienne direction de la mer, pour ceux qui connaissent, à l'étage. Et on vous attend donc samedi 27, à partir de 9h jusqu'à 12h30, pour découvrir nos offres de formation, mais aussi pour pouvoir tester nos ateliers, puisque, comme on l'a dit, on a des ateliers pour les jeunes pendant les grandes vacances. Et donc, nos ateliers commencent à partir du 20 octobre. Et pendant donc les grandes ça, c'est pour les petits. 10 ans, c'est quand même... 18 ans. Si les adultes veulent venir accompagner leurs enfants, ils sont les bienvenus. Oui, pour ça voir m'intéresse. Donc venez découvrir, venez, on vous attend nombreux, venez découvrir. Nous, on est ouvert effectivement à tout type de formation. On arrive sur le territoire, on a une formation qui n'existait pas avant, donc on est aussi ouvert à toute proposition de développement des formations et d'appliquer à tous les publics. Ok, ben merci, rendez-vous est prêt. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il faut s'inscrire ou on vient comme ça, vous juste la porte est vous ouverte? Serez les bienvenus, il y a de la là lumière, avec le sourire. Il y a la lumière que pour vous. D'accord. Merci beaucoup d'être venu pour nous parler de cette opportunité innovante pour la Guadeloupe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va revenir à l'actualité, parler de la 5e édition de la Nuit de l'Alternance qui s'est déroulée au parc d'activités de Bémao. On parlait de jeunesse et d'entrepreneuriat. Voilà, ça a permis à ces deux entités de se rencontrer, d'échanger, de concrétiser, pourquoi pas, des projets professionnels autour de l'apprentissage. On voit un reportage de Vianney Valverde. Ce soir, nous avons 23 entreprises avec nous pour présenter leur offre de formation et d'alternance pour les jeunes de Bémao, mais de manière générale pour les jeunes de la Guadeloupe qui ont quitté le cursus du lycée pour entrer un peu en gros dans la vie professionnelle, mais avec aussi bien un enseignement théorique, mais aussi un enseignement pratique qui est l'expérience professionnelle pratique en entreprise. Nous avons pu trouver quelques renseignements, surtout au niveau de la formation que nous faisons déjà. Et par contre, au niveau de l'entrepreneuriat, surtout moi en apiculture, je n'ai pas pu trouver vraiment quelqu'un. J'ai pu avoir quelques renseignements, des pistes à promouvoir, et il faudrait que je les exploite et toquer à la porte pour éventuellement trouver une alternance. Nous avons constaté que depuis, en partenariat avec France Travail, que depuis déjà 5 ans, que beaucoup de jeunes viennent à la cellule d'insertion professionnelle de la ville de Bémao et qui se retrouvent en fait démunis d'entreprises pour pouvoir poursuivre leurs études dans le thème de l'alternance. Donc pour cela, nous avons initié cet événement pour pouvoir justement permettre aux jeunes de se confronter à l'entreprise pour un recrutement plus facile et plus rapide en fait, et permettre de leur avoir, parce que le plus souvent les jeunes ne font pas cette démarche d'aller vers. Donc nous avons fait cette démarche que les entreprises viennent à eux et eux ils se présentent à l'entreprise pour trouver cette offre. Je pense que ce sont des opportunités qu'il ne faut pas rater, surtout quand on est jeune ou même quand on n'est pas jeune, puisque moi je suis mère au foyer et maintenant j'essaie de me relancer et je cherche un cabinet comptable pour me recevoir parce que je suis assistante comptable de métier. Et voilà. On m'a donné pas mal d'entreprises, donc j'ai pu prendre note de toutes ces entreprises-là, et donc du coup, par la suite, je me déplacerai pour aller voir les responsables. Il y a énormément de jeunes qui sont présents, beaucoup de connaissances, et d'après ce qu'ils me disent, il n'y a pas grandes entreprises qui sont présentes, alors que la demande est extrêmement forte. Donc pour moi, c'est vrai, il faudrait qu'il y ait plus
d'activités de ce genre, de un, et de deux, que les entreprises jouent le jeu. Après, l'objectif, c'est pas de faire mieux. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un nombre d'entreprises, d'avoir des jeunes, mais surtout que les jeunes trouvent une alternance. On n'est pas sur les chiffres. On est surtout qu'il y ait une sortie positive quand on sort de la nuit de l'alternance. Nous avons aussi opté pour mettre en évidence la mobilité, parce qu'on sait que la mobilité reste un frein à l'insertion. Nous, on accompagne particulièrement les jeunes sur les locations de véhicules pour se déplacer, se rendre justement en alternance. On accompagne à la fois sur l'auto-école sociale, des stages codes accélérés à tarifs préférentiels. On accompagne sur des permis voiturettes, également sur la location de vélos cargo, de vélos électriques, de scooters électriques, de voiturettes électriques. Donc, vous l'aurez compris, quand un jeune a besoin de se rendre en emploi, en formation ou en stage, nous soutenons ce jeune par différentes manières de locomotion en Guadeloupe. Voilà, donc l'alternance qui est une vraie passerelle vers l'emploi et pour permettre le rapprochement entre les formations et les entreprises, c'est important. On va parler de mobilisation de parents d'élèves. Donc l'école primaire de Borico aux Abîmes, ils se mobilisent pour dénoncer des conditions jugées inacceptables pour l'accueil de leurs enfants. On voit un reportage de Lucien Ebor. Je suis l'une des parents d'élèves et avec l'ensemble des parents, nous avons pris la décision de se mobiliser aujourd'hui suite à une décision qu'on trouve inefficace pour le système scolaire de cet établissement. En effet, en début d'année, nous avions une enseignante qui effectuait sa mission pour les classes de CP, CE1, CE2. Du jour au lendemain, celle-ci a été redirigée dans un autre établissement sous prétexte qu'il y avait un manque d'effectifs à l'école. Donc, on se demande pourquoi. Est-ce que cette décision est-elle réfléchie, puisqu'on va se retrouver avec une classe de 5 niveaux. Je dis bien 5 niveaux. Et la solution qui nous apporte en ce moment, c'est, étant donné que, oui, c'est pas facile les 5 niveaux, pourquoi pas envoyer les CP en classe de maternelle. Je ne comprends pas la logique de cette régression, qui pour moi est une régression, mais pas pour lui. Donc j'aimerais bien qu'on rentre contre le recteur, parce que ça fait la 4e fois que cet inspecteur vient quand même dans cette petite école de Borico pour imposer sa décision. Comme il nous a fait comprendre, ça révèle de la directrice de répartir les classes. Je vais quand même signaler que cette école, elle a un petit effectif, certes, mais de très bons résultats. Les professeurs sont engagés. Les enfants font des concours d'orthographe, des concours de français, des concours de mathématiques et ils sortent avec de bons résultats, d'accord? Les enfants qui sortent ici du CM2 vont au 6e sont les meilleurs dans les collèges. Donc, à un moment, il faudrait peut-être nous donner les moyens d'avoir une périscolaire, parce que ça fait des années qu'on se bat pour une périscolaire, pour peut-être à ce moment-là. Je dis bien que ce n'est pas le travail de l'inspecteur ni du recteur, mais on se bat pour cette périscolaire, pour ramener les enfants de Borico à leur école qui est à Borico. Donnez-nous les moyens, donnez-nous le temps de faire les choses correctement et de ne pas prendre des décisions aussi actives. Voilà, une mobilisation qui montre que c'est important de garantir un cadre scolaire sûr et adapté pour les enfants. On va aller direction Paris pour voir un reportage de notre correspondant sur Paris, Danick Zandonis, à Top Reza. Petit Canal, c'est déjà le carrefour de l'histoire. Donc c'est dire qu'à Petit Canal, nous avons beaucoup de sites et des sites qui permettent justement de mettre en avant un tourisme mémoriel et culturel. En fait, on a vraiment mis en avant les marches des esclaves parce qu'il faut savoir qu'à proximité des marches des esclaves, nous avons l'ancienne prison. Et récemment, nous avons eu une matinée qui permettait justement de montrer la remise des chèques du loto dans le cadre de la mission de Stéphane Bern et qui met en avant justement l'ancienne prison qui doit être rénovée et après, bien sûr, qui va être ouverte au public. Alors, il faut savoir que la région Guadeloupe, dans sa stratégie touristique, est de rééquilibrer justement le territoire et c'est pour ça que nous avons beaucoup accompagné les meublés de tourisme. Parce qu'il faut savoir que si on souhaite
à voir les chiffres de plus de 1 million qu'on a eu en 2019, l'économie touristique, c'est transversal. Il faut aménager le territoire. La région Guadeloupe a investi énormément sur l'aménagement du territoire. Il faut accompagner le monde économique. La région Guadeloupe est chef de file en matière de développement économique. Et donc, nous accompagnons les acteurs économiques. Et dans notre commission tourisme, il faut savoir que nous avons aussi accompagné beaucoup. Nous continuons d'ailleurs à accompagner les meublés de tourisme parce qu'effectivement, c'est un enjeu fort pour attirer une clientèle de haut de gamme. Il faut accompagner les professionnels dans la montée en gamme et c'est ce que nous faisons au niveau de la commission tourisme. Voilà, donc pour ce reportage, on va faire un petit point météo concernant les vigilances. Est-ce qu'on est en orange, est-ce qu'on est en jaune? On voit un reportage d'Olivier Félix. En vigilance jaune depuis hier pour fortes pluies et orages. Et là, nous basculons en vigilance orange, en effet, parce que si vous observez sur l'image satellite, on a deux systèmes. On a le premier système, c'est l'onde tropicale numéro 28 qui nous a intéressés avant-hier et qui s'évacue. Et on a la tempête tropicale Humberto qui va vers le nord mais qui ne nous concerne pas. Du coup, tous ces deux systèmes prennent tout l'Alizé. Donc, il n'y a plus de vent sur toute la zone Antilles. Et on se retrouve en situation de panne d'Alizé avec des sols gorgés d'eau et une atmosphère très instable. Et donc, d'après nos prévisions et nos modèles, ça risque de se corser cet après-midi. On voit déjà quelques grains qui se manifestent. On a déjà eu 11 mm en 1 minute sur Pointe-Noire. On voit déjà quelques grains qui se manifestent. Donc, on a prévu entre 50 et 80 mm en 3 heures, voire peut-être 100 mm en montagne. Donc, la prudence est fortement recommandée. Les sols sont gorgés d'eau et les rivières sont fragilisées. Et en ce moment, l'air est très instable et les averses sont très fortes et très rapides. Donc, il est possible qu'on ait plus de 100 mm et un risque d'inondation par endroit. Donc, c'est pour ça qu'on est passé en vigilance orange. Donc, évidemment, les sorties en montagne sont fortement déconseillées. Donc, soyez très prudents et surtout à surveiller cet après-midi, et y compris en soirée. En soirée, ce sera plutôt du côté de Petit-Bourg, Goyave. Et cet après-midi, c'est toute la zone Basse-Terre, Pointe-Noire, Dié, Sainte-Rose, Anse-Bertrand aussi, Petit Canal. En début de soirée, ça devrait être, les averses vont s'atténuer progressivement et on devrait repasser à une vigilance jaune, puisqu'on reste quand même très vigilant, puisque les sols sont très sensibles. Et une vigilance jaune au moins jusqu'à demain matin. Voilà, donc prudence quand même sur la route. On va conclure notre émission aujourd'hui. On a reçu Nadia Davila, directrice de la cohésion sociale, responsable du service animation politique de la ville de Pointe-à-Pitre. Elle était là pour nous parler du village sport et loisirs qui aura lieu samedi. Donc c'est à la place de la Victoire, il y aura énormément de choses, une chasse au trésor, une table ronde, une braderie solidaire, plein d'autres animations, démonstrations entre 9h et 15h sur la place de la Victoire. Ensuite, on a reçu David Dampier, directeur médico-social, économie et développement pour Ibis Service. Il était là pour nous parler de plusieurs temps forts qui auront lieu le 8 et le 10 octobre autour de la Semaine nationale des retraités et des personnes âgées sur la thématique du vieillir est une force à partager. Vous avez des temps forts le 8 et le 10 octobre, voilà, pour permettre de mieux comprendre la vieillesse comme étant une force. On a aussi reçu Marine, Marie-Charlotte et Mehdi Broussillon. Ils étaient là pour nous parler des activités de l'ARBIG, donc notamment concernant la conservation du littoral. Et ensuite, on a reçu Patricia Montpierre pour Parallèle 14 Académie, responsable du campus, avec cette journée porte ouverte qui aura lieu le 27, donc samedi aussi, entre 9h et 12h30 pour les jeunes et moins jeunes, avec des ateliers mais aussi des formations bachelor et autres formations continues pour les adultes. Au niveau de l'actualité, on vient de la voir, il était question d'alternance avec la 5e édition de la nuit de l'alternance. On a aussi parlé de cette mobilisation des parents d'élèves d'une école primaire de Borico aux Abîmes, et on a fait le petit point sur la météo en passant par Paris pour le top raisin. Voilà pour aujourd'hui, 13h57. On est ensemble, voilà, jusqu'à maintenant. On va se donner rendez-vous ce soir, surtout pour le meet-up, premier meet-up du ZCL qui aura lieu
au Yacht Club. Donc c'est à partir de 18h. Soyez là pour parler d'illettrisme. On sera avec Jessica Oublié, qui est la coordinatrice de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, Manixia Artiteka, qui est CEO de Une Voix, Une Histoire, et toute la team du ZCL. On sera là pour parler des solutions qui existent concernant l'illettrisme, pour contourner les freins et lever le tabou autour de ce fléau. On voit voilà, ensemble à partir de 18h au Yacht Club. C'est gratuit, donc vous n'avez aucune raison de ne pas être là. On se revoit demain, sinon à 12h30 dans le ZCL, et prenez soin de vous comme d'habitude.